Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. C'est le point sur l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mardi 25 juin. La canicule se poursuit avec des températures qui ont encore grimpé aujourd'hui. Face à cet épisode, les collectivités s'organisent. Exemple dans ce journal avec le dispositif Yvelines étudiants seniors déployé chaque été depuis 2004 dans le département. La commune d'Elancourt a inauguré hier les nouveaux locaux de son Médiapôle. L'espace est situé dans l'ancienne mairie de la ville, un lieu de formation pour les enseignants et les élèves afin de se parfaire aux usages du numérique. Et la fin de saison approche pour les salles culturelles du territoire. Les affiches ne manquent pas pour autant. Quels sont les spectacles à ne pas rater avant les vacances ? C'est à retrouver dans notre chronique Coup de cœur. On vient de l'apprendre en raison du pic de pollution actuellement en Île-de-France. La circulation différenciée sera mise en place pour la journée de demain dans la région. Seuls les véhicules avec des vignettes critères vertes et aussi 1, 2 et 3 pourront circuler à Paris et dans les communes limitrophes comprises dans le périmètre intérieur de l'A86. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. La canicule qui se poursuit donc, elle s'intensifie même dans les Yvelines placées en vigilance orange par Météo France. Le mercure est grimpé jusqu'à 31 degrés aujourd'hui. Et les prévisions pour demain, 19 degrés dès le matin. Les températures la nuit ne descendent d'ailleurs pas en dessous de ce seuil. Mercredi après-midi, c'est 34 degrés annoncés. Les journées les plus chaudes prévues cette semaine désormais pour vendredi et samedi. En cette période, pensez à bien vous hydrater, vous alimenter également et rester dans des endroits frais. Et face à cet épisode d'intense chaleur, les communes des Yvelines ont pris quelques dispositions, fermeture, annulation d'événements, mais aussi adaptation des emplois du temps. C'est le cas pour les agents à Poissy, le Chénet, Cancourt ou encore Bois d'Arcy. En ce moment, ils commencent leur journée plus tôt pour terminer à 13h. Organisation également dans les sites dédiés à l'enfance et à la petite enfance, installation de climatiseurs comme c'est le cas notamment au Clé-sous-Bois et déploiement de 200 ventilateurs à Mantes-la-Jolie. Enfin, la mise en place de salles climatisées pour les seniors. Et du côté du département des Yvelines, on s'organise également cette période de montée des températures. Pour en parler, Marie-Hélène Aubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la 6e vice-présidente du conseil départemental déléguée à l'autonomie. Alors la collectivité va déployer pour la 16e fois son dispositif YES pour Yvelines étudiants seniors. Le principe, c'est l'organisation cet été de visites d'étudiants au domicile de personnes âgées. C'est un dispositif qui prend toute son importance en cette période de canicule, on imagine. Oui, tout à fait. On regrette même que ça ne soit pas déjà en place maintenant. On a vu déjà l'année dernière que la canicule s'est annoncée au mois de juin aussi. C'est un dispositif qui mériterait d'être étendu certainement quand on voit maintenant le réchauffement climatique qui fait des pics en dehors des mois d'été, juillet, août, pour lequel le dispositif YES se met en place. Vous savez qu'YES, c'est bien rodé. Maintenant, c'est un dispositif qu'on nous envie partout. C'est 140, 150 étudiants, suivant les années, qui se déploient sur tout le territoire des Yvelines, qui vont visiter les personnes âgées à domicile, qui vont voir si la personne n'est pas trop isolée, lui faire des visites, des promenades, une visite de convivialité pour éviter qu'elle soit isolée, pour voir si tout va bien et éventuellement faire remonter les informations un petit peu préoccupantes qu'on pourrait remarqué. Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure, un dispositif qui est mis en place à partir du mois de juillet. On rappelle d'ailleurs le contexte de mise en place de ce dispositif. C'est en 2004 qu'il a été lancé. On est un an après cette grande canicule qui a touché la France et qui a fait 15 000 morts. C'est ça. C'est la raison pour laquelle on l'a mis en place, juste après la canicule de 2003. Et depuis, on se rend compte que chaque année, c'est un bénéfice extraordinaire pour nos seniors, pour l'isolement, mais aussi dans des cas de canicule comme ça. Et c'est nécessaire de le reproposer chaque année ? Bien sûr. Et chaque année davantage. Vous savez que la population des Yvelines vieillit plus vite qu'ailleurs. C'est un grand enjeu pour notre département. On a un très grand nombre de personnes âgées et dans nos milieux ruraux aussi, des personnes qui sont isolées. Donc il est important de pouvoir s'assurer que tout va bien, leur donner les consignes aussi quand il fait chaud comme ça, de s'hydrater, de fermer les volets, de ne pas sortir, de ne pas faire d'exercice trop important, voilà. Alors vous avez parlé du principe, ces visites bien sûr au domicile des personnes âgées avec des objectifs, on l'a compris, plus profonds, c'est d'entretenir ce lien intergénérationnel, aussi de rompre avec l'isolement que ressentent ces personnes âgées. Oui, alors il y a des personnes âgées qui sont isolées tout au long de l'année, donc ça c'est important d'aller les visiter. Elles en souffrent de cet isolement. Mais bien sûr qu'elles en souffrent. Parfois c'est une personne qui passe, le facteur simplement qui passe, qui est une source de visite, mais c'est aussi des personnes qui sont isolées
isolées l'été simplement parce que les voisins sont partis, parce que la famille est partie en vacances aussi, et que là, elles se retrouvent toutes seules. Les dispositifs qui sont dans les communes s'arrêtent aussi souvent l'été. Donc c'est le moment de tous les dangers, juillet-août. Et sur les retours que vous avez eus par rapport aux personnes âgées, aussi aux étudiants qui ont pu prendre part à ce dispositif, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sortent enrichis de cette expérience? Bien sûr, je crois que c'est même une évidence. Ils ont l'impression d'apporter quelque chose. C'est des échanges qui sont riches dans les deux sens. Tous le disent à la sortie. Ils ont l'impression d'avoir eu c'est pas seulement un job d'été, c'est une source d'enrichissement vraiment pour eux aussi, et qui déclenche des vocations. Vous savez, ma responsable de CCAS dans ma commune de Jouy-en-Josas, je l'ai recrutée après qu'elle ait été étudiante IES dans ma commune, vous voyez. Jouy-en-Josas, où vous êtes également élu. Le programme du dispositif, comment s'organisent ces visites? Quel type d'activités font-ils ces seniors et ces jeunes? Alors, c'est des visites de convivialité, essentiellement pour distraire les personnes. C'est en moyenne une fois par semaine. Il y a à peu près 1200 à 1300, 1400 suivant les années, personnes qui sont visitées. Et puis, on essaye d'organiser aussi, depuis l'année dernière, parce qu'on a un financement complémentaire de la conférence des financeurs pour la prévention de l'autonomie. On a un financement supplémentaire, donc on a embauché des coordinateurs de cette opération pour organiser des opérations collectives ensemble, que les personnes puissent faire une visite ensemble, aller à la ferme de Galie, cueillir des fleurs ou des légumes, pouvoir aller visiter un château, pouvoir aller se rafraîchir dans une base de loisirs, mais ensemble. Alors, vous parliez de 145 jeunes environ qui sont recrutés en emploi saisonnier. Comment sont-ils recrutés, ces jeunes? Sur entretien, sur CV d'abord, ils envoient leur CV, il faut qu'ils aient 20 ans, il faut qu'ils aient un an de permis, et puis après c'est sur entretien pour vérifier que c'est pas juste un job d'été qu'ils cherchent, mais quelque chose d'un peu plus, qu'ils aient une vraie empathie pour la personne âgée. Parce avec une formation aussi? Une formation, quelques notions d'appréhension sur la personne âgée, comment on lui parle, à quoi il faut faire attention, voilà. Et du côté des personnes âgées, c'est pareil, c'est de leur plein gré, elles s'inscrivent à ce dispositif? Tout à fait, elles s'inscrivent au dispositif via les CCAS en général, et il y a un très très bon retour, elles en redemandent. Et souvent on nous dit, mais pourquoi vous ne le faites pas toute l'année? On y réfléchit, mais c'est pas facile, les étudiants travaillent, ont des cours dans l'année, donc on avait essayé une initiative sur le Mantois avec des services civiques, mais c'est pas forcément facile non plus. Donc ça fait partie des pistes de réflexion. Exactement. Merci Marie-Hélène Aubert, vice-présidente du Conseil départemental délégué à l'autonomie, et pour toutes les informations sur le dispositif IES, contactez les liens qui s'affichent en bas de l'écran. Et c'est l'une des conséquences principales de la canicule initialement prévue jeudi et vendredi. Le brevet des collèges est reporté au 1er et 2 juillet. Interrogé ce matin par nos confrères de France Info, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a affirmé que les circonstances familiales justifiées seraient un critère suffisant pour passer l'examen à la session de septembre. Par exemple, en cas de billets d'avion ou de train non annulables. Reporter le brevet, bonne ou mauvaise décision? Elle est en tout cas saluée par l'association de parents d'élèves de la PEP. Écoutez. Il s'agissait effectivement de réagir pour que les élèves puissent passer l'examen dans les meilleures conditions. Évidemment, nous on regrette que ça a été fait par voie de presse si précipitamment. Alors évidemment, nous on s'inquiète du passage des épreuves en juillet, puisqu'on sait évidemment que certains parents d'élèves, certaines familles organisent très en amont leurs vacances. Et puis évidemment, il y a des élèves qui devaient partir en voyage scolaire de fin d'année. C'est parfois des projets qui sont en place depuis 2 ans, un travail très difficile pour les enseignants, et évidemment on envisage que ces voyages scolaires soient maintenus alors même qu'il y aura des épreuves d'examen national. Du côté des enseignants, c'est l'inquiétude qui est de mise, comme nous le précise le syndicat SNES-FSU. Il s'agissait effectivement de réagir pour que les élèves puissent passer l'examen dans les meilleures conditions. Évidemment, nous on regrette que ça a été fait par voie de presse si précipitamment. Alors évidemment, nous on s'inquiète du passage des épreuves en juillet, puisqu'on sait évidemment que certains parents d'élèves, certaines familles organisent très en amont leurs vacances. Et puis évidemment, il y a des élèves qui devaient partir en voyage scolaire de fin d'année. C'est parfois des projets qui sont en place depuis 2 ans, un travail très difficile pour les enseignants, et évidemment on envisage que ces voyages scolaires soient maintenus alors même qu'il y aura des épreuves d'examen national.
Et sur la question de faut-il faire cours ou non, jeudi et vendredi pour les autres classes, le ministre de l'Éducation nationale a précisé que les décisions seraient prises au cas par cas selon les territoires. D'autres reports au niveau local, c'est le cas du forum Je crée ma boîte qui était prévu ce jeudi au Ski Cube à Guyancourt. En raison des prévisions météo, l'événement consacré à la création et reprise d'entreprise est déplacé au mardi 24 septembre. La ville d'Elancourt consacre un bâtiment à l'éducation numérique pour les enseignants et leurs élèves. Mis à disposition de l'éducation nationale, le nouveau Médiapôle a été inauguré lundi soir. Marilène Pichino. De petite école communale, lorsqu'Elancourt n'était encore qu'un village, l'ancienne mairie se transforme en Médiapôle, un lieu de formation au numérique pour les scolaires et leurs enseignants. Il suffit simplement de positionner l'écran au niveau de l'image et la vidéo se déclenche. La pompe cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments. Armés d'une tablette et de la réalité augmentée, élèves et professeurs peuvent se déplacer dans cette salle flexible et y découvrir ses secrets. Des connaissances supplémentaires aux outils pédagogiques novateurs. Là, l'objectif, c'est de découvrir toutes les possibilités d'aménagement dans une classe flexible, avec la possibilité pour les élèves de bouger, de se déplacer, d'être en mouvement, parce que c'est pas forcément assis et immobile qu'on apprend le mieux, donc c'est aussi découvrir qu'on peut travailler autrement. Inauguré le 24 juin, ce Médiapôle répond à l'ambition d'une éducation numérique pour tous, fortement portée dans le département et dont l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se veut actrice. Les enfants, quand on regarde l'impact chez eux, ça augmente leur créativité, le numérique, ça augmente leur autonomie et ça augmente leur confiance en soi. 3 conditions très importantes pour augmenter les résultats scolaires. L'objectif, c'est à la fois de parfaire la formation des enseignants, qui est une formation continue. La technologie évolue, les outils évoluent, donc les usages doivent évoluer d'une part, mais c'est aussi de porter ces enseignements directement au cœur des classes, en accueillant des classes et en les accompagnant dans leurs projets. La ville d'Elancourt est reconnue comme ville pilote et laboratoire d'expérimentation en matière d'éducation numérique depuis 2003. Dans l'actualité du jour également, depuis ce matin 8h, une dizaine d'infirmiers du service des urgences de l'hôpital privé de Trappes est en grève. Le personnel dénonce une surcharge de travail. Sur 20 postes, 13 sont actuellement vacants et ne sont pas encore remplacés. Les grévistes demandent notamment une prime en raison de ce manque d'effectifs. Il s'agit d'un mouvement de 48 heures qui peut être reconduit en cas d'absence de réponse concrète de la part de la direction. Attrape toujours, venez vous confronter demain mercredi à des simulateurs de conduite ou encore à des parcours simulés sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Un forum de sécurité routière est organisé à la salle du conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. C'est de 13h30 à 16h et c'est proposé par Ski West 1625, la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler, Fanny Olvec, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la coordinatrice du dispositif Garantie Jeunes pour la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines, puisque c'est vraiment ce dispositif qui organise ce forum de la sécurité routière. Pourquoi justement organiser un forum de la sécurité routière ? Pourquoi une mission locale organise un forum de la sécurité routière ? Donc déjà, c'est une deuxième édition que l'on a travaillé avec pas mal de partenaires, notamment WeMove avec son pôle de mobilité responsable et la coordination départementale de sécurité publique de la police nationale, où on tire le constat qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un manque de conscience des risques sur la route, et on voit aussi un fort taux d'accidentologie de ce public par rapport aux autres conducteurs. Donc il y a un intérêt pour la mission locale d'informer les jeunes, c'est une mission de la mission locale. Les objectifs de l'événement, sensibilisation, information, c'est ça ? Voilà, et sur cette deuxième édition, on a rajouté l'intervention de la Croix-Rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui viendra faire des initiations aux gestes de premier secours. Donc il y a un travail avec de nombreux partenaires. Je le disais, c'est organisé plus précisément par la Garantie Jeunes de la mission locale. Quel est ce dispositif, la Garantie Jeunes ? Alors donc c'est un accompagnement d'1 an pour les jeunes les plus en difficulté, qui leur permet d'avoir un accompagnement renforcé. Là, il y a 2 particularités. Déjà, ça commence par une phase collective d'1 mois, avec des ateliers sur l'accès à l'autonomie de manière générale, logement, mobilité, santé, et aussi l'accès à l'emploi. Et deuxième particularité, pour les soutenir dans leur démarche, mais aussi pour toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, ils ont une aide financière chaque mois.
Donc voilà pour le dispositif de la garantie jeune. Si on revient à cette deuxième édition du forum, quel est le programme demain sur place? Quels différents ateliers seront proposés? Oui, donc il y aura un espace d'affichage, de vidéos, d'informations avec donc la police nationale. WeMove donc mettra en place une simulation du partage de la route avec un kit de réalité virtuelle. Il y aura un parcours avec des lunettes qui permettent de simuler, en effet, comme vous disiez, l'emprise de drogue, de médicaments. On ne sera pas sous l'emprise de drogue et de médicaments, ça il faut le préciser, c'est des lunettes qui reproduisent cet effet. C'est ça, tout à fait. Il y aura un stand dose bar, donc ça permet d'être sensibilisé aux doses légales de consommation d'alcool. Un autre stand sur l'assurance obligatoire, se rendre compte des conséquences quand il n'y a pas d'assurance en cas d'accident, par exemple. Et enfin, donc, la Croix-Rouge qui sensibilisera aux gestes de premier secours, mais aussi 2 fois dans la journée, donc à 11h30 puis à 15h30, il y aura pour un groupe de 10 personnes 1 heure d'initiation aux gestes de premier secours avec une remise d'attestation. Et à qui ça s'adresse? C'est seulement aux jeunes du territoire de Saint-Quentin en Yvelines? À tous jeunes de Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux sur SkyWest S25, donc de 10h à 12h30, puis de 13h30 à 16h. Et pour y participer, on vient directement sur place? Tout à fait. Et je rappelle, ce rendez-vous, deuxième forum de la sécurité routière, demain mercredi, à la salle du Conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. C'est à Trappes. Le rendez-vous est fixé de 13h30 à 16h, même s'il y a des initiations le matin. Voilà, il y a aussi, cette année, l'année dernière, c'était que en demi-journée. Cette année, c'est toute la journée. Voilà, et je rappelle, Fanny Olvec, merci à vous, que vous êtes la coordinatrice du dispositif Garantie Jeune pour la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines, Skyway 1625. En plus de la fête qui lui était consacrée vendredi, la musique a animé tout le week-end à Saint-Quentin en Yvelines. Samedi, les Clés-sous-Bois organisaient les Clécibelles, plusieurs heures de musique au Parc de Diane. Retour avec Aurélie Ronze, la voix de Mélanie Poquet. Le cadre est assez extraordinaire entre les 2 tours, l'arbre magnifique derrière. Il y a l'ambiance, il y a les chanteurs connus. C'est gratuit et puis en plus là chaque année on a vu qu'il rajoute des animations. Ça va être une découverte justement, ça sera bien à voir. C'est la première fois, pourtant j'ai habité longtemps au Clé mais c'est la première fois. Ils avaient tous de bonnes raisons de venir. Pour l'édition 2019, les Clés-sous-Bois avaient vu les choses en grand, écrans géants, food truck et zones du public plus grandes. L'ADN, c'est surtout que c'est gratuit. Voilà, c'est un des rares festivals qui reste gratuit. C'est aussi la volonté dans un parc naturel aussi qui est absolument magnifique. C'est aussi cette idée-là. Et puis, je crois que c'est surtout placé sur le signe de la convivialité. Voilà, c'est un festival qui n'accueille pas que des experts de la musique, quoi. C'est un festival populaire. 6 artistes et groupes sur scène tout l'après-midi et la soirée, comme Vincent Vinel, le local de l'étape, ancien candidat de The Voice, faisait son premier concert à la maison. Je suis très content, je suis très heureux. On a préparé le show comme il se doit et on est prêt à faire du gros spectacle. Le concert des Clés-sous-Bois, j'y suis allé souvent, déjà quand j'étais plus petit. Ensuite, j'ai présenté le concert pendant 2 ans. En fait, j'étais il y a 6 ans, j'étais voix off des Clés-sous-Bois. Il y a 4 ans, j'étais sur scène. L'événement a attiré plus de 18 000 personnes. La soirée s'est terminée qu'un retour dans les années 70 et 80. Sur scène, le groupe mythique Earth, Wind & Fire. Avec l'été arrivent aussi les fins de saison des salles culturelles du territoire. Mais avant de tomber le rideau, certaines vous attendent pour découvrir artistes et œuvres. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. Pour votre coup de cœur de la semaine, votre choix s'est porté sur 3 rendez-vous. Et oui, du théâtre, du cirque et du théâtre. 3 œuvres à noter dans vos agendas. Le premier rendez-vous, c'est une création. Elle est signée Aurore Evin, metteur en scène et artiste associée à la ferme de Belle-et-Bas de Guyancourt. Elle s'est intéressée à une autrice anglaise, Afra Ben, l'une des toutes premières dramaturges professionnelles européennes. Et la pièce s'appelle Une heureuse occasion. Et sur scène, la troupe de théâtre amateur de la ferme de Belle-et-Bas et l'ensemble de musique ancienne de l'école municipale. Pour en savoir plus, rendez-vous samedi 29 juin à 20h30. À Port-Royal des Champs, c'est une œuvre assez originale que vous nous présentez.
représentés. Et les mousquetaires passent en mode série. À l'origine de l'idée, le collectif 49 701. Les 3 premières saisons de la série sont à découvrir ce week-end à Port-Royal des Champs. On y retrouve tous les personnages d'Alexandre Dumas, Milady, Athos, Porthos ou encore Aramis. Mais les auteurs ont choisi de repartir aux origines de l'œuvre des personnages. Elles s'intéressent notamment à la violence d'État, chaotique et sanglante. 2 représentations sont prévues les 29 et 30 juin à 14h. Et à noter, c'est important, 6 heures de spectacle prévu avec entracte. Pour le dernier rendez-vous, Mélanie, direction la Meurice à Trappes pour un voyage dans les souvenirs. Et la nostalgie, celle que l'on peut trouver dans le grenier d'une maison, dans ce grenier du collectif Entre nous, 3 mâts chinois, un vieux tourne-disque et des canapés, une garde-robe, des souvenirs qu'il faut trier et en triant on se remémore. Un peu de tout, regardez. Alors pour découvrir les souvenirs que ce grenier conserve, direction la Meurice de Trappes le 2 juillet prochain. Merci Mélanie, on vous retrouve comme d'habitude après ce journal dans le 7-8 Culture. Puisque l'on parle culture, ne manquez pas la diffusion ce soir de ce documentaire HV11, une œuvre monumentale de Nicolas Sand, revient sur la réalisation la plus complexe de l'artiste qui a notamment travaillé dans la ville de Trappes. Documentaire à retrouver ce soir à 21h sur TV78, rediffusion ce dimanche à 15h. Le mois de juin propice aux célébrations dans les communes. Dimanche 23 juin, c'était la fête de la ville à Montigny-le-Bretonneux. Et en cette journée olympique, la municipalité organisait ses 3e Olympiades interquartiers. Les images signées Mickaël Elmidoro. Défi football, mais aussi tir à l'arc et trapèze. Pour la 3e édition des Olympiades de la ville, Montigny-le-Bretonneux proposait de nombreuses activités. 8 structures gonflables et des parcours d'obstacles de 30 mètres étaient installés au centre sportif Pierre de Coubertin. Un défi avant tout amical entre les 8 quartiers de la ville. C'est de participer. Coubertin nous le disait, participer au sport et découvrir aussi. S'initier, découvrir, c'est très important. Parce que le sport aujourd'hui fait partie de la vie. On peut tous pratiquer une activité sportive. À leur arrivée sur place, les Inimontains ont reçu un bracelet à la couleur de leur quartier et une carte. Chaque participation à une activité rapportait 1 point au quartier et beaucoup se sont pris au jeu. Que c'est bien pour que les jeunes y sortent, tout ça, qu'on reste pas enfermés chez nous. Il y a plein de châteaux gonflables pour sauter, pour rouler. Il y a plein de choses à essayer nouvelles, trapèze, des mobilités nouvelles avec overboard et autres. Très sympa. C'est bien. Pour l'instant, je m'amuse bien et j'espère que je vais faire gagner plutôt mon quartier. L'enthousiasme de ce jeune n'aura pas suffi. Après 2 victoires en 2 éditions du village, c'est le quartier de la Sourderie qui a remporté les Olympiades de Montigny-le-Bretonneux. Yeah, ça me fait plaisir. Et puis dans le même mouvement, Trappes en fête a fait le plein samedi. Près de 15 000 personnes sont venues profiter des manèges et des animations au stade Graveau. Thème cette année, le cirque, ambiance avec Aurélie Ronce. Le temps d'une journée, le stade Graveau a pris des allures de fête foraine pour Trappes en fête, une manifestation qui existe depuis plus de 50 ans et qui se veut festive et fédératrice. On s'adresse exclusivement dans un premier temps aux trappistes bien évidemment, mais on a beaucoup de gens qui viennent aussi d'autres villes. Alors, on est toujours un peu sur l'éducation populaire, donc la participation, très important, et effectivement la culture pour tous. Pour cette édition 2019, une vingtaine d'activités étaient proposées au public. Les arts du cirque étaient à l'honneur, grand chapiteau avec spectacle, mais aussi des ateliers d'initiation. Non, c'était pas dur. C'était pas dur, c'était facile. Ça fait une petite sortie. C'est gratuit, en plus il faut se voiler la face. Et voilà quoi, les enfants sont contents, ils s'amusent, ils découvrent d'autres activités. Au programme également, des concerts et des déambulations. Avec une météo parfaite, tous les ingrédients étaient réunis pour le plus grand bonheur des participants. Cette année, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'activités. Il y a un cirque, il y a des vrais manèges. Et voilà, au fait, quelque part, ça les fait sortir. C'est comme si c'était quelque part dans une fête foraine, quoi. Du manège avec les petits. On a mangé une glace et après on va y aller au spectacle. Après, on va manger une tarte à papa.
Une édition 2019 réussie pour Trappes en Fête puisque cette manifestation a accueilli plus de 14 500 personnes. Avant de vous laisser 2 informations, déjà un rappel, on l'a appris en fin d'après-midi en raison du pic de pollution et aussi de la canicule. La circulation différenciée est mise en place pour la journée de demain en Ile-de-France. Les véhicules avec des vignettes critères vertes et aussi 1, 2 et 3 pourront circuler à Paris et dans les communes limitrophes comprises dans le périmètre intérieur de l'A86. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Et puis un mot de football après l'arrivée de Laurent Fournier sur le banc. L'AS Poissy enregistre une nouvelle recrue de poids au milieu de terrain. En provenance de Laval, Mounir Obadi vient de s'engager pour 2 ans avec le club yvelinois, pensionnaire de National 2. Formé au Paris Saint-Germain, l'ex-international marocain de 36 ans est passé par Monaco, Lille ou encore Vérone en Italie. Originaire de Chanteloup-les-Vignes, il comptabilise plus de 350 matchs en professionnel. C'est la fin de ce journal. Replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée sur TV78.